Merci Marie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue dans cette prévention du risque radon. Donc, j'aurais pas comment dire, je ne vais pas vous faire une présentation du radon chimique, etc. C'est plus la démarche que vous devez adopter en entreprise pour évaluer ce risque. Alors, le radon, c'est quoi? C'est un gaz qui est radioactif et d'origine naturelle. Il est invisible, inodore et chimiquement inerte, c'est-à-dire que il ne provoque pas de réaction chimique avec d'autres composés auxquels il pourrait être associé dans la nature. Donc, il rayonne, il provoque des rayonnements ionisants type alpha, et il a un temps de demi-vie très court qui est de 4 jours environ, c'est-à-dire qu'en 4 jours, la quantité initiale diminue de moitié. Bon, à savoir que le radon se régénère perpétuellement, donc on a toujours du radon dans l'atmosphère. Le radon, donc je vous le disais tout à l'heure, il provoque des rayonnements ionisants. Sur cette diapo, vous pouvez voir la place que prend le radon dans les rayonnements ionisants auxquels l'homme peut être exposé. Donc, on distingue les irradiations naturelles, dont fait partie le radon. Donc, on va en trouver dans l'eau et les aliments, le rayonnement cosmique et également tout ce qui peut être issu du sol. Et puis également, on a des irradiations artificielles. Donc, on va tous passer des radios chez le dentiste ou chez le médecin ou ailleurs. Donc, voilà, 41%. Et puis aussi, 1% sont représentés par tout ce qui concerne le nucléaire et l'industrie. Donc voilà, retenez que pour les irradiations naturelles, le radon représente 34% de ces rayonnements. Donc je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un gaz radioactif. Il est classé cancérogène certain par le Comité international de recherche contre le cancer et il est la deuxième cause du cancer du poumon en France avec environ 3000 décès par an, la première cause étant le tabagisme. Alors, où en trouve-t-on du radon? Vous avez une carte là, éditée par l'Institut de radioprotection de la sûreté nucléaire. Il provient d'abord essentiellement de tout ce qui est désintégration de l'uranium qui se trouve naturellement dans la croûte terrestre. Lui-même qui provient des sols granitiques et volcaniques. Donc sur cette carte, on peut voir que dans le Massif central, eh bien, on est gâté en termes de présence potentielle de radon. Et on voit également le massif armoricain aussi est bien représenté, également les Vosges, la Corse et un petit peu aussi sur les stérelles, dans les stérelles. Alors, on va en trouver effectivement en quantité variable. Et c'est surtout les roches granitiques et volcaniques qui vont générer ce radon. Alors, sur cette diapositive est représenté un petit peu les différents taux de radon que l'on peut trouver naturellement. Donc, à savoir que le radon et la mesure du radon, l'unité du radon, c'est le becquerel par mètre cube, donc le BQ point mètre cube. On s'aperçoit que eh bien une mine d'uranium ventilée, on va être entre 100 à 2000 becquerel par mètre cube. Là où on va en trouver beaucoup, on voit aussi sur un volcan. Dans une grotte aussi qui est très peu aérée. On voit que sur les océans, on en trouve très très peu. Et puis, eh bien, on peut en trouver, et c'est le propos de notre discussion aujourd'hui, on voit que dans les bâtiments construits sur des sols granitiques, eh bien, le taux peut varier de 20 à 2000 becquerels par mètre cube. Alors, l'exposition, elle dépend de plusieurs choses. Donc, nous l'avons vu tout à l'heure, de la nature géologique des sols. Donc, je reparle du granit et des volcans. De la saisonnalité, c'est-à-dire que
on va être beaucoup plus exposé en hiver qu'en été. Pourquoi? Parce que dans une maison, on va aérer ou ventiler beaucoup plus, on va chauffer beaucoup plus en hiver, alors qu'en été, on va ouvrir les fenêtres, on va provoquer de la ventilation, climatisation, ce qui va permettre de diluer le taux de radon dans l'atmosphère. Et puis, il y a également, tout dépend aussi de certaines caractéristiques selon lesquelles les bâtiments peuvent être construits, notamment donc les matériaux avec lesquels les bâtiments sont construits. Alors, comment il pénètre dans le radon, dans les locaux, le radon, pardon? Eh bien, il y a plusieurs entrées. Sur cette image, on voit que il peut pénétrer par les sols, par des sols poreux. Il peut également pénétrer par les murs et par les canalisations, par des gaines qui laissent passer les fluides électriques avec les câbles électriques. Et puis, eh bien, ces gaines ne sont pas toujours, comment dire, le câble passe lui-même dans une gaine qui, elle-même, peut laisser passer de l'air et du radon. Les fissures des maisons, bien sûr, sont propices pour faire entrer le radon. Les ouvertures extérieures, je vous parlais tout à l'heure des aérations. Et puis également, bien sûr, si c'est un vieux bâtiment avec des matériaux qui sont poreux ou très peu étanches, eh bien, on peut avoir une pénétration du radon dans les bâtiments. Alors, quelques chiffres pour donner une idée. Donc, l'unité, je vous disais tout à l'heure, becquerel par mètre cube. En France, la moyenne est de 70 becquerel par mètre cube. On s'aperçoit que sur le Puy-de-Dôme, on est à 146 et en Cloire environ à 160. À savoir, et on en reparlera tout à l'heure, que le niveau de référence est à 300 becquerel par mètre cube. Donc, globalement, sur une moyenne Puy-de-Dôme ou Haute-Loire, on s'aperçoit qu'on est en dessous de ce niveau de référence, mais il y a des endroits où on va être supérieur. Alors, quelles sont les obligations qu'ont les employeurs par rapport à ça? Donc, voilà, je vous cite des arrêtés de 2018 qui ont été retranscrits dans le Code du travail. Donc, vous pourrez consulter les articles R4451-1 et suivants. Donc, toute entreprise, tout établissement recevant du public et également toute entreprise, je parle pour nous parce que nous on reçoit du public, nous avons une obligation d'évaluer ce risque, le risque lié à l'exposition au radon. En fonction de cette évaluation, qui est dans un premier temps, on va dire, théorique, on va devoir faire un mesurage et on va comparer ce mesurage au niveau de référence dont je vous parlais tout à l'heure, qui est de 300 becquerel par mètre cube. Et puis, si on dépasse ce niveau de référence, eh bien, il y a un plan d'action, il y a mise en place d'actions correctives afin de diminuer ce risque. Et par la suite, on doit remesurer ce risque pour voir si nos actions sont efficaces. Et après, en troisième point, on le verra encore un peu plus loin, si ce niveau de référence est toujours dépassé, là, il y a une information. On doit contacter et signaler ces dépassements à l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire et également réaliser une évaluation dosimétrique. Je vais vous en reparler. Donc, la démarche d'évaluation. Alors, l'évaluation, on va dire, théorique, elle commence par une analyse documentaire de votre site. Donc, déjà, on va regarder la cartographie, voir où vous êtes implanté, où est implantée votre entreprise. Après, on va regarder si votre entreprise est placée sur des grottes, près de carrières, sur une faille, ou également, eh bien, vous pouvez avoir une activité dans des caves, dans des tunnels, des anciens tunnels de la SNCF. Je pense notamment aux champignonnières et aux choses comme ça.
Également, regardez la qualité de la construction, voir si vous avez des bâtiments qui sont très étanches ou très peu, et puis s'ils sont correctement ventilés. Alors, je vous le disais tout à l'heure, l'activité professionnelle aussi est importante. Je vous parlais de champignonaires, mais on a également des entreprises qui ont des activités en souterrain. Par exemple, je vais penser à, je sais pas moi, des caves dans les régions de vignobles. Également les activités pour les gens qui travaillent dans des parkings souterrains, etc. Et donc ça, il y a un arrêté qui décrit toutes ces obligations. Je vous enverrai cet arrêté. Et puis également, s'il y a déjà des mesures de fait dans votre établissement, eh bien, ça peut vous donner aussi une orientation pour votre évaluation. N'hésitez pas à dire à Marie, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Voilà. Alors, on va aller voir la carte de France. Donc, on va y aller tout de suite. Elle a été établie par l'IRSN, dont je vous parlais tout à l'heure, avec 3 catégories. Alors, la première catégorie, ce sont les communes qui sont localisées sur lesquelles on est à peu près sûr qu'il n'y a pas de radon, où les teneurs en uranium sont très très faibles, il n'y a pas de radon. Les zones qui sont classées en catégorie 2 sont des zones, on va dire, également assez faibles, mais on peut se poser des questions car il peut y avoir des facteurs géologiques qui sont en sous-sol et qui peuvent provoquer l'apparition de radon. En catégorie 3, là, l'IRSN est catégorique. Là, on est sûr d'une présence de radon. Donc, vous aurez le lien, puisque je vous enverrai ce PowerPoint. Vous allez donc cliquer sur ce lien et on arrive sur cette carte. Donc, vous entrez le nom de votre commune. Par exemple, bon, on va rentrer Riom. Et on s'aperçoit que Riom est classé en catégorie 2. Si on va sur Volvic, à côté, on voit qu'on est en catégorie 3, et puis ainsi de suite. Vous pouvez repérer votre commune, et cela vous dira dans quelle catégorie vous êtes classé. Alors, attention quand même, par exemple, pour je sais pas, pour la commune d'Olby, la catégorisation ne s'arrête pas à la limite de la commune. Donc, par exemple, Olby, je vois 1, mais peut-être que une partie de Olby, bon, je ne connais pas la géographie de cette commune, mais peut-être on va être en 2. Donc, méfiance quand même. Voilà. Ici, par exemple, on va descendre un peu, on va aller voir à Besse. Bon, Besse, il n'y a pas d'équivoque, on est en zone 3. Après, dans la plaine de la Limagne, Thuré, on est en zone 1, on est sûr. Voilà. Après, je dirais, comme dans toute évaluation, prendre peut-être des fois la situation la plus défavorable, quoi. Voilà. Donc, grâce à cette carte, vous allez repérer votre catégorie. Et on s'aperçoit, je l'ai mis en bas, qu'une très grande partie du département du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire sont classés en catégorie 2, voire 3. Donc, votre démarche d'évaluation, vous consultez la carte et vous repérez la zone dans laquelle vous êtes situé. Si vous êtes en zone 1, en général, il n'y a pas vous ne faites pas de démarche, il n'y a pas de mesurage. Exception faite si vraiment vous êtes, je vous le disais tout à l'heure, un musée minier, une cave, une champignonnière, etc. Si vous êtes en zone 2, c'est presque comme la zone 1, sauf s'il y a des particularités du terrain que vous ne connaîtrez pas forcément. Et bien dans ce cas-là, et on le verra tout à l'heure, que vu le coût du dosage, moi je vous encourage en zone 2 de faire des mesurages. C'est pas ce que ça coûte, et comme ça vous serez tranquille. Si vous êtes en zone 3, eh bien dans ce cas-là, il n'y a pas
il n'y a pas à hésiter, enfin, il n'y a pas de question à se poser. En zone 3, vous devez faire des mesures. Après, effectivement, si vous êtes sur des bâtiments qui ont été construits très récemment et qui ont la labellisation HQE, au cours de laquelle, bien sûr, le radon a été pris en compte, dans ce cas-là, vous n'êtes pas tenu de faire des mesurages. Donc, les mesurages, ils doivent être faits en période, on va dire, j'ai noté froide, en période hivernale, en gros de octobre à avril. La durée de mesure, c'est environ 2 mois. Pour vous dire, à l'AIST, l'année dernière, nous avons fait une campagne. Nous avons commencé autour du 15 octobre et nous avons enlevé les badges, les dosimètres. Il était environ du 15 janvier. Donc, on a fait ça à peu près sur 3 mois. À savoir que ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même. Je vais vous donner tout à l'heure des organismes vers lesquels vous pouvez vous renseigner. Donc, vous voyez ces petits dosimètres, hein, ce sont des petits objets que l'on attache eh bien, en haut d'une armoire à hauteur d'homme à peu près. Dans un bureau, bah, ça peut être au niveau de l'ordinateur, à hauteur des voies respiratoires. Dans un atelier, ça peut être près d'une machine, etc. Toujours à hauteur des voies respiratoires. Et ça, c'est une mesure que vous pouvez faire vous-même. Si vous hésitez, si vous avez des doutes, eh bien, vous pouvez demander à un organisme agréé de vous faire ces mesures. Alors, il est conseillé en priorité de faire les mesures en sous-sol et en rez-de-chaussée de bâtiments, et bien sûr au plus près des postes de travail. En gros, on donne un détecteur, il est préconisé un détecteur par 200 mètres carrés de surface au sol. Après, cela dépend de la configuration de votre entreprise. C'est pour vous donner un petit peu la tendance. Et par bâtiment, par contre, il est bien d'avoir au moins 2 mesurages par bâtiment. Je vous le disais tout à l'heure, entre 1 mètre et 2 mètres du sol, hein, donc 1,50 m, 1,60 m, par rapport aux voies respiratoires d'une personne debout. Et puis, bien déposer votre dosimètre dans un endroit assez libre et, comment dire, où il y a comment dire, il faut pas le mettre sous un bureau ou dans un endroit un petit peu confiné, quoi. Loin des sources de chaleur, pas trop près d'une fenêtre quand même, et puis éviter l'humidité. Un petit détail aussi, bien informer vos collaborateurs lorsque vous allez commencer votre campagne. Déjà faire une information en interne en disant que vous allez déposer des dosimètres à tel ou tel endroit, dans telle ou telle pièce, sur telle ou telle machine, et expliquer la démarche. Et voilà, il ne faut pas que les gens ne touchent ces dosimètres pendant 3 mois. Vous pouvez également mettre à côté du dosimètre une petite fiche expliquant et interdisant de toucher à cela. Alors, le prix d'un détecteur, donc il varie entre 15 et 30 euros. Dans ce prix, vous avez le protocole d'utilisation, l'analyse des détecteurs et le rapport d'analyse. Donc, on voit que c'est pas très cher en soi. Je vous ai donné aussi 3 entreprises, enfin 3 sociétés qui peuvent vous délivrer ces fameux dosimètres. Voilà, vous avez les liens, vous pouvez les contacter et vous verrez avec eux. Je ne vous conseille personne spécialement, ce n'est pas mon rôle. Alors ça, suite à ça, vous allez avoir des résultats. Donc 3 mois après, vous allez envoyer vos dosimètres et environ 15 jours après, vous allez avoir les résultats. Si les résultats sont inférieurs à 300 becquerels par mètre cube, ben voilà, vous êtes, on va dire, en fin d'obligation réglementaire. Vous documentez tout ça dans un dossier. Au cas où si un jour il y a une instance type CARSAT, DRITS ou même la médecine du travail qui vous demande est-ce que vous avez fait
vos dosages, votre évaluation radon. Vous avez votre dossier et vous pouvez montrer ce que vous avez fait. Ça, c'est le premier cas on va dire, premier cas de figure où tout va bien. Deuxième cas de figure, vos résultats sont entre 300 et 1000 becquerels par mètre cube. Et là, vous devez mettre en place des actions simples afin d'essayer de diminuer ce taux. Donc, pour vous dire, nous, à la IST, on a eu quelques pièces où on a dépassé 300. Donc, on a vérifié les ventilations. On a fait vérifier les ventilations par notre prestataire, chose qu'il fait annuellement, mais on lui a demandé un nouveau contrôle. Et pour certains endroits où on avait plus de 300, on a demandé s'il était possible d'augmenter le débit de ventilation. Pas trop non plus, car après, cela peut créer des niveaux sonores insupportables. Donc, il faut faire attention. Nous avons également repéré dans un de nos centres des gaines qui rentraient dans une petite pièce, des gaines qui arrivaient de l'extérieur avec des câbles électriques. Donc, nous avons bouché les gaines avec de la mousse polyuréthane pour éviter l'entrée d'air dans le local. On a également étanché dans un centre un petit peu ancien. On a suspecté une arrivée peut-être de radon de par le local où est stocké, où nous avons une cuve à gasoil. Donc là, nous avons renforcé l'étanchéité de la porte qui donne petit à petit sur notre salle d'attente. Voilà. Donc là, des actions simples à mettre en œuvre, ça vous pouvez le faire. Vous documentez et vous refaites un dosage. Suite à ça, l'année suivante, vous allez refaire une deuxième campagne dans les mêmes conditions, vous replacez vos dosimètres aux mêmes endroits et vous refaites une campagne. Deuxième année, s'ils sont toujours supérieurs à 300 becquerels par mètre cube, là, il est conseillé de faire appel à un conseiller en radioprotection, hein, ce qu'on appelle un CRP, pour vous aider dans votre démarche. Donc, vous avez une obligation, par contre, de communiquer ces résultats à l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire. Et puis, vous allez faire un calcul, ce qu'on appelle le calcul de la dose efficace, pour savoir si sur une durée lissée de 1 an, sur 12 mois, si vous dépassez une certaine dose. Donc, ce qu'on appelle la dose efficace, elle est de 6 millisieverts par an. C'est ce que je vous ai écrit. MSV, c'est des millisieverts. Et vous ne devez pas, après avoir fait le calcul, vous ne devez pas dépasser cette dose efficace. Encore une fois, vous allez documenter tout ça. À chaque fois, vous devez documenter et bien tracer tous vos résultats, toutes vos démarches. Si la dose efficace, par contre, est supérieure à 6 millisieverts par an, vous devez la comparer à une valeur limite d'exposition professionnelle qui est de 20 millisieverts. Et dans ce cas-là, donc je vous l'ai dit, vous devez maintenant désigner un conseiller de radioprotection. Alors, soit deux choses, soit vous formez quelqu'un en interne. Alors, pour le former, il faut passer par des organismes agréés, type IRSN, dont je vous parlais tout à l'heure. Ça peut être Socotec, APAV, tous ces bureaux de consultants. Ou alors, vous aurez votre conseiller en interne, ou alors vous pouvez directement traiter avec un bureau de consultants qui, lui, vous accompagnera. Et donc, si vous avez dépassé cette dose de 6 millisieverts par an, vous devez identifier et délimiter ce qu'on appelle des zones à risque et les signaler. Vous devez informer les salariés. Il y a un suivi médical obligatoire, ce qu'on appelle le CIR, le suivi individuel renforcé. Et en plus, vous devez mettre en place une surveillance en faisant tous les ans des mesures d'ambiance et également des mesures de dosimétrie individuelle avec des badges portés par vos collaborateurs. Bon, je vous rassure, je ne sais pas quels seront vos résultats,
Pour vous donner une idée, nous, dans notre activité, qui est une activité de bureau à l'AIST et de consultation hein, des salariés qui viennent passer les visites médicales, nous avons des centres qui vont de Saint-Éloi, nord du Puy-de-Dôme, Ambert, Thiers, etc., jusqu'à Langeac en Haute-Loire. Nous avons donc une vingtaine de centres. Sur 54 mesures que nous avons fait, nous avons relevé 6 déviations, 6 ou 7 déviations. Et à chaque fois, on n'a pas dépassé plus de 400 becquerels par mètre cube. Voilà, pour vous donner une idée. Après, effectivement, on n'est pas dans le parc des volcans, on n'est pas situé, on travaille de plein pied, on n'est pas sur sous-sol, etc. Mais bon, de toute façon, si vous avez des questions, vous n'hésiterez pas à nous contacter, à me recontacter pour vous accompagner, pour vous aider dans cette démarche. Et là, effectivement, si on a des résultats, alors là, si on est vraiment supérieur du premier coup à 1000 becquerels par mètre cube, eh bien là, il y a tout un tas de mesures. Hein, informer les salariés dans un premier temps, réorganiser les postes, afin que l'exposition des salariés soit la moins fréquente possible. Encore une fois, communiquer vos résultats à l'Institut de radioprotection de sûreté nucléaire. Évaluer la dose susceptible, hein, voilà, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, faire ce calcul de dose efficace, etc., etc. Le déroulement de la démarche est la même. Et puis, effectivement, dans ce cas-là, si vous faites appel vous devez faire appel, pardon, à un professionnel compétent qui, lui, vous fera un diagnostic technique de vos bâtiments et qui vous accompagnera pour vous aider un maximum afin de réduire ces taux d'exposition, ces taux de radon, pardon. Et encore une fois, tout doit être documenté et tracé. Ça peut être dans un dossier spécial, mais vous pouvez également, bien sûr, le noter dans votre document unique. En termes de suivi médical, le suivi médical doit être réalisé et déclaré, donc vous devez le déclarer à votre service de santé au travail pour les personnes qui sont exposées à des doses supérieures à 6 millisieverts par an. Donc ça, vous devez communiquer vos résultats. Il n'y a pas de recommandation à l'heure actuelle sur le contenu du suivi individuel renforcé. Pour les populations qui sont exposées de cette façon, ce qui est préconisé, c'est le scanner thoracique afin de voir ce qu'il en est. Et puis, bien sûr, mais bon, ça c'est un combat. Pour les personnes qui sont exposées, il est fortement recommandé de diminuer, voire d'arrêter la cigarette. Et puis, elles doivent être informées sur les dangers de l'exposition au radon et notamment des effets, cumulés entre le tabac et l'exposition au radon. Voilà, ici, je vous ai remis un tableau, qui est issu d'un document que je vous enverrai d'ailleurs. Hein. C'est un document, vous allez le recevoir, Marie vous enverra tout ça, il s'appelle le guide pratique de la prévention du risque radon. Donc ça reprend un petit peu tout ce qu'on vient de voir, hein, c'est un logigramme, hein, donc l'analyse documentaire, mesurage de radon, oui ou non. Si on a des résultats inférieurs à 300 becquerels mètre cube, fin de la démarche. Si c'est pas le cas, on doit mettre en place des actions de prévention, des actions correctives. On remesure l'année suivante. Et puis après, de nouveau, soit on est inférieur à 300 et on s'arrête. Sinon, voilà. Donc, on va dire, tout est synthétisé dans ce petit logigramme. Voilà, donc voilà un petit peu tout ce que je voulais dire. Je voulais vous dire
par rapport à cette évaluation du risque. N'hésitez pas, si vous avez des questions et auxquelles je peux répondre tout de suite. Si toutefois je ne pouvais pas vous répondre, je vous enverrai un mail par la suite pour vous donner réponse à tout ça. Voilà. Là, nous sommes au mois de septembre pour vous donner un peu ce qui se passe chez nous. Nous avons recommandé des dosimètres et nous allons remesurer sur la période de octobre, à peu près octobre qui vient, jusqu'à janvier, dans les pièces où nous avons eu des dépassements l'année dernière. Et voilà, on a mis en place des choses. On croise les doigts, on espère pour que eh bien, les taux soient diminués. Je vous le répète, hein, nous avions des taux, le plus fort taux était monté à 424 becquerels mètre cube. Voilà. Et ce qui faisait, j'avais fait le calcul, ça nous donnait à peu près un calcul de 2 millisieverts par an, 2,4. Donc on est loin des 6 encore. Voilà. Bah, écoutez, je reste à votre écoute tout de suite si vous avez des questions.